Bonjour à tout le monde. Aujourd'hui, c'est le 16 juillet 2026. C'est une belle journée d'été. Naturellement, nous sommes en plein dans l'été. Et finalement, 16 juillet, que fait-il la bourse? Bien, il reflète un peu l'esprit des vacances. Il n'y a pas beaucoup de volume. Là, je parle surtout du marché américain, qui naturellement influence le marché canadien. Et donc, le marché américain, finalement, il paraît un peu en vacances, si on peut dire comme ça. Malgré le fait que M. Trump a fait les choses qu'il dit qu'il fait. Et puis, mais on dirait que, enfin, les gens n'ont pas envie d'écouter tout ça, puis ils veulent simplement avoir le plaisir du moment, qui est le moment de l'été. Aujourd'hui, de quoi on va parler? On va parler d'un sujet vraiment très beau. Il est très bien. Ils sont tous beaux, à mon avis, ces sujets, mais ça dépend de l'intérêt de qui écoute. Et c'est le modèle de Harold et Domar. Harold et Domar, ce sont deux économistes américains qui ont donné comment dire, la règle entre des choses intéressantes, enfin, en développant ça s'éclaircit. C'est vieux, ça date des années probablement 1940-1945. Et puis, et ce sont des théories qui disent comment un pays peut faire de la croissance. Donc, et quelles sont les conditions. La théorie est simple et est logique. Et je dois vous dire, ça a assisté beaucoup dans l'après-guerre. Il y a eu, par exemple, en Europe, il y a eu un certain moment le plan Marshall, c'est-à-dire les Américains renonçaient, je pense, à 3% de leur produit intérieur brut pour financer la reconstruction en Europe et relancer la construction. Et ça crée des booms économiques et puis, qui étaient initialement favorisés par ce capital, mais finalement, ça favorisait l'industrie, donc ça se développait toute une économie, un produit intérieur brut qui grandissait et tout ça. Ça, c'est basé sur la théorie donc, du modèle de Harold Dormer. Donc, on y va par ordre. Et voici. Donc, le contexte historique. Le contexte historique, c'est le modèle de Harold Dormer a été développé par M. Harold et M. Dormer. M. Harold en 1939 et M. Dormer en 1946. L'objectif, notez bien l'objectif, expliquer les conditions nécessaires à une croissance économique durable après la Deuxième Guerre mondiale. Le modèle est l'un des fondements des théories modernes de la croissance. Donc, je vous dis, c'est important. Les hypothèses du modèle. Le modèle repose sur plusieurs hypothèses. Donc, il faut que l'épargne ait une proportion fixe du revenu. Mais ça, c'est dans le modèle. Dans la vraie vie, c'est pas ça. Mais quand même, l'épargne est une proportion fixe du revenu, toujours dans le modèle. Dans le modèle encore, le capital est indispensable à la production. Oui, sans argent, on ne peut pas produire. Le rapport capital et production est constant. Ça, c'est approuvé. Il n'y a pas de progrès technologique, l'économie est fermée et les prix sont stables. À l'intérieur de ces caractéristiques-là, on a le modèle donc de ces deux messieurs-là. Euh, L'idée centrale est que plus un pays, notez bien, ça c'est la clé là, plus un pays épargne, plus il peut investir. C'est logique. L'investissement augmente le stock de capital, ce qui stimule la production future. Le taux de croissance donc dépend du taux d'épargne et puis dépend de l'efficacité du capital. C'est-à-dire on produit, mais il faut le faire d'une façon rationnelle et de plus en plus, comment dire, épargnant du point de vue du fait qu'on produit quelque chose, mais on veut le produire avec le minimum de coûts, tout en étant un produit comme on voudrait à la fin que ce soit excellent. La formule du modèle, ça c'est très important. La formule du modèle c'est G. G égale à S sur V. G, c'est le taux de croissance économique, donc l'augmentation du produit intérieur brut. S, c'est le taux d'épargne. V, c'est le coefficient du capital, le capital nécessaire pour produire une unité supplémentaire. C'est-à-dire, une compagnie produit une certaine quantité de produits, d'un certain produit, et puis pour faire une unité de plus, est-ce qu'elle a besoin d'autre capital? Qu'est-ce que ça fait si elle a besoin, si elle veut produire un de plus comme coût finalement? Et ça montre la rationalité dans la production. Donc, l'interprétation. Une hausse de l'épargne augmente la croissance. Une baisse du coefficient de capital améliore également la croissance. Donc, la coefficient de capital, c'est tout simplement,
savoir produire une unité additionnelle, combien ça coûte pour le produire, où on est bloqué dans la production pour ne pas en faire plus qu'une certaine quantité de produits. Donc, supposons, regardez l'exemple, le PIB est 1000 milliards américains, le taux d'épargne, mettons, est 20%, le coefficient capital-production 4. Là, il faudra étudier un peu qu'est-ce que c'est exactement comment on le calcule, mais le calcul, donc la croissance est 20%, divisé 4, donc il faut diviser le taux d'épargne par le coefficient de capital-production, qui est 4, et ça donne 5. Ainsi, le modèle prévoit une croissance annuelle de 5%. Notez, finalement, toute la clé, c'est que c'est les épargnes qui font fonctionner finalement l'industrie, parce qu'on a le capital pour investir. On ne peut pas inventer un capital, finalement. Il faut que ça représente un épargne. Naturellement, les États contribuent, les gouvernements et tout ça, ça complique les choses, finalement. Mais la théorie de base, c'est celle qu'on vient de dire. C'est-à-dire, c'est la relation entre le taux d'épargne et le coefficient de capital production, qui est la quantité d'argent nécessaire pour produire une unité additionnelle d'un bien quelconque. Il y a 3 taux de croissance selon Harrod. La croissance effective, croissance réellement observée. Ensuite, il y a la croissance garantie, croissance permettant aux entreprises de vendre toute leur production. Et 3, la croissance naturelle, croissance compatible avec l'augmentation de la population active, parce qu'il faut tenir compte de ça aussi. Lorsque ces 3 taux divergent, des déséquilibres apparaissent. Pour ceux qui auraient le temps et le goût et l'envie, ça serait intéressant d'aller voir qu'est-ce qui s'est passé en Europe après la Deuxième Guerre mondiale pour la reconstruction de l'Europe. On parle de l'Europe occidentale. Et puis, où ces théories-là se sont vraiment avérées vraiment très importantes. Moi, j'ai un modèle, simplement parce que je l'ai étudié. Le modèle, par exemple, de la croissance économique qu'il y a eu, du boom économique qu'il y a eu en Italie, et surtout à Milan, dans le nord de l'Italie, entre le 1948, c'est-à-dire 3 ans après la fin de la guerre, et puis jusqu'à peu près 1967, quelque chose comme ça. Ça a été un boom énorme, et la croissance était due justement au fait que d'un côté, on avait les épargnes, et de l'autre côté, on avait des coûts de production qui étaient bas. Et aussi, il faut dire une chose, à l'époque, les salaires n'étaient pas élevés. C'est-à-dire, beaucoup de monde venait, par exemple, du sud de l'Italie vers le nord, abandonnait les campagnes et travaillait dans les usines, et naturellement, les salaires n'étaient pas forts. Et naturellement, tout ça, après, ça crée tout un problème à partir de 1973, mais ça, ce serait dans une autre perspective. Mais pour vous dire, le modèle est vraiment important entre épargne et produire d'une façon efficace. Donc, limite du modèle, principale critique, ignore le progrès technologique, suppose un coefficient capital-production fixe, chose qui n'est pas vraie, néglige les changements de productivité, ignore les comportements des consommateurs, peut conduire à une croissance instable, un équilibre sur le fil du rasoir. Ces critiques ont favorisé le développement du modèle de croissance d'un autre monsieur, de Robert Solow, qu'on verra dans une autre présentation. Donc, la comparaison entre le Harold Dormer, celui qu'on vient de dire, et ce monsieur Solow. Donc, Harold Dormer dit que le capital est le moteur principal, et que les coefficients sont fixes, pas de progrès technique et croissance potentiellement instable. Ça, c'est à l'intérieur du modèle de Harold Dormer. Tandis que le modèle de Solow, c'est capital et technologie, substitution entre facteurs, progrès technique essentiel et tendance vers un équilibre. En réalité, voilà. En réalité, c'est que finalement, le Harold Dormer est quand même un critère de base. Après quoi, on peut l'améliorer, comme avec M. Solow et tout ça. Donc, exemple concret. Un pays souhaite atteindre une croissance de 6%. Si le coefficient capital-production est de 3, le taux d'épargne nécessaire est 6 fois 3 et 18%. Le gouvernement peut alors chercher à encourager l'épargne, attirer les investissements étrangers, améliorer l'efficacité du capital.
Je ne sais pas si c'est clair avec l'exemple complet. Laissez-moi répéter. Un pays souhaite atteindre une croissance de 6% par année. Si le coefficient capital production est de 3, le taux d'épargne nécessaire est 6 fois 3 égale à 18%. Le gouvernement peut alors chercher à encourager l'épargne, donc attirer les investissements étrangers et améliorer l'efficacité du capital. Si on continue, donc la conclusion à retenir, la croissance ça dépend de l'investissement. L'investissement provient de l'épargne et la formule fondamentale est celle qu'on a vue, le G égale à S sur V. Le modèle de Harold Domar demeure une référence historique importante dans l'étude de la croissance économique et de la planification de développement. Le modèle de... c'est quoi ce modèle aujourd'hui, si on se met à la date d'aujourd'hui? Bien que simplifié, le modèle reste utilisé pour estimer les besoins d'investissement, analyser les économies en développement, élaborer des plans d'infrastructure, servir de base pédagogique au modèle moderne de croissance. Donc, il est toujours bon, ben, c'est normal, c'est ce qu'on a dit, c'est-à-dire on produit parce qu'il y a du capital et on produit de mieux en mieux, plus on est rationnel dans l'utilisation du capital. Donc, en résumé, l'introduction, donc Harold et Domar sont des pionniers de la théorie de la croissance. Le message principal, c'est une économie croît grâce à l'investissement, lui-même financé par l'épargne. Et le point clé, le taux de croissance dépend directement du taux d'épargne et inversement du coefficient de capital production. Donc, c'est quelque chose qu'on devrait finalement, tous nos politiciens devraient tenir présent toujours. Et voilà, et c'est tout pour la journée.